Alors nous sommes à l'hôtel Raphaël, je suis en compagnie de Laurent Chouin, DRH du groupe Mazars. On va parler de Génération Y dans un premier temps. Vous recrutez beaucoup de jeunes chez Mazars, est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise Y ? C'est totalement une entreprise Y, c'est pour différentes raisons, mais vous voyez, la moyenne d'âge en France est de 28 ans, elle doit être aujourd'hui tombée en dessous de 24 ans en Russie, donc comme ça partout dans le monde, effectivement 90% des personnes qui travaillent chez Mazars sont des personnes qui appartiennent à cette fameuse génération Y, oui. Comment faites-vous pour accompagner ce changement et faire comprendre à ceux qui ne font pas partie de cette génération Y qu'il y a une adaptation à avoir ? Déjà, il faut pas avoir une politique RH tournée uniquement vers cette génération Y. L'idée, c'est que, bien évidemment, on doit travailler plutôt sur l'intergénérationnel, la capacité à faire travailler ensemble des générations différentes, qui ont des problèmes différents aussi d'ailleurs, hein, c'est pas toujours les mêmes idées. Donc on travaille beaucoup à cette intégration générationnelle. Le deuxième point, l'effort porte toujours, vous savez, sur le management et le leadership. Et ce qui est important chez Mazars, c'est qu'on essaie plutôt que d'avoir des leaders, des formidables, brillants héros individuels, on essaie de développer des communautés de leaders, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler sous l'angle d'avoir des personnes qui coopèrent puisqu'ils sont en compétition et ce qui nous permet justement d'intégrer plus facilement les générations progressivement. Mais c'est un travail de longue haleine évidemment. Vous avez dit que le manager doit donner envie d'être suivi et non pas diriger, commander, imposer. Comment opérationnellement ça s'exprime ça ? Alors déjà, il y a un truc qu'il faut comprendre, mais on a tous vécu ça, c'est que le leadership, c'est la délégation par en dessous, le management, c'est la délégation par au-dessus. Et donc évidemment, quand vous avez une reconnaissance par les gens, ça vous donne des moyens d'action qui sont tout à fait différents. Comment vous travaillez sur ça là-dessus ? Sinon, c'est très simple, on travaille d'abord en ayant des hiérarchies assez plates. Le monde de l'audit, du conseil, est un monde qui permet d'avoir des gens de génération très proches qui travaillent ensemble. Donc il n'y a pas une grosse différence d'âge entre un senior manager et un auditeur ou un manager. Et donc en réalité, tous ces gens-là font partie presque d'une seule et même famille générationnelle, ce qui nous permet aussi de travailler dans des équipes très très ouvertes, polyvalentes. Nous ne sectorisons qu'à partir d'une certaine paire d'années, c'est en fait spécialisé sur un secteur, mais d'une façon générale, les gens ont l'habitude de changer d'équipe, de travailler avec des gens très très différents, donc pas trop de hiérarchie, beaucoup de simplicité, de convivialité dans les relations entre les gens font que, par nature, notre organisation est assez plate, pour le dire comme ça, du point de vue hiérarchique, donc ça nous permet d'aller facilement vers des modes très ouverts de direction et d'organisation. Et vos clients, vos partenaires le comprennent ? Ils le voient bien d'une certaine façon parce que nos équipes sont souvent chez le client, donc incontestablement il y a une vraie relation qui existe entre eux. Pour autant ils ne voient pas la cuisine, hein, c'est toujours pareil. Ce qui est important pour nous c'est d'avoir une qualité qu'on délivre et qui est très consistante et qui s'améliore, qui innove aussi un peu. Mais le deuxième point c'est offrir une perspective finalement pour tous ces gens qui vont travailler chez nous. Ce que je crois les clients peuvent percevoir, c'est que les gens chez Mazars sont assez heureux d'y être. Il y a une culture Mazars et en particulier, vous voyez, si je veux le dire comme ça, que vous soyez un candidat futur chez Mazars, quelqu'un qui travaille aujourd'hui chez Mazars ou quelqu'un qui est parti de chez Mazars, un alumni finalement, la vraie importance c'est que vos années chez Mazars soient des années formidables. Et c'est ce qu'on essaie de faire. D'ailleurs c'est notre mantra un peu en RH, c'est nos années Mazars. Voilà, vos années Mazars c'est essentiel. On fait sa vie chez Mazars ? On démarre sa vie ? Alors très peu. Allez, on va dire entre 5 et 10% des gens vont rester, vont faire une très belle carrière d'associés. Donc ils vont devenir les personnes qui vont influer sur l'avenir et le sens de cette entreprise, qui d'ailleurs ne se définit pas comme une entreprise, c'est un partnership mondial, intégré. On est les seuls d'ailleurs dans le monde à avoir cette forme-là d'organisation, c'est une coopérative. Oui, certains font toute leur vie chez Mazars. Cela dit, en travaillant avec tellement de clients différents, en étant toujours confrontés à des problématiques diverses, je pense que très peu d'entre eux ont le sentiment d'avoir fait toute leur vie dans une seule et même organisation. Mais sinon, la plupart des gens chez nous viennent passer entre 3 à 10 ans et après vont faire des carrières formidables ailleurs, quoi. Donc ça fait partie du jeu. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de retenir évidemment les gens qui vont être très importants pour notre avenir. Bon, j'ai 2 dernières petites et courtes questions avant que la pluie ne tombe ici à l'hôtel Raphaël, sur la terrasse de l'hôtel Raphaël. Beaucoup de mots entendus autour de la génération Y, une génération égoïste, génération qui n'a aucune ambition, génération instable, ingérable. Vous, c'est pas du tout votre avis. Non, c'est-à-dire, ce que je crois pas que ce soit une révolution. Je comprends qu'une génération a toujours besoin de se définir par opposition à la précédente ou aux précédentes et qu'elle a toujours besoin de penser que ce qu'elle va faire va changer le monde. Si ce n'était pas le cas, ce serait dommage, vous voyez. Donc moi je suis extrêmement favorable à cette façon de penser-là. Je sais aussi que ça changera au fur et à mesure. Les bohémiens ou les gens qui faisaient la vie de bohème en 1830 à Paris pensaient même de manière peut-être plus radicale encore que la génération Y aujourd'hui qu'ils allaient changer le monde. Donc
À la fin de la journée, c'est pas du tout mon approche. Moi, je respecte ça. Je crois qu'il faut savoir respecter ces différences, cette envie d'être différent. Après, la réalité, c'est que souvent, ce sont des opinions un peu forcées, un peu diabolisées, un peu excessives. Mais ça fait partie du jeu et je crois que ça fait partie de notre rôle éducatif en RH d'être capable d'accepter ça, de le faire accepter et de transformer les gens pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves de façon très, très réelle, finalement. Ouais. Bon, toute dernière question, même si là, il y a une petite éclaircie. On n'arrive plus à la lire, je patauge complètement. Toute dernière question. En 2012, que partage-t-on le plus volontiers? C'est une question vaste et générale. Je vais vous répondre, je ne me défile pas du tout. Je pense que ça dépend d'où vous êtes dans le monde. Je crois qu'on n'a pas la même lecture partout. Mazars est présent dans 70 pays, donc vous savez, moi, passant ma vie dans les avions, je saute d'une réalité à une autre. Ce qu'on partage beaucoup, je crois, c'est dans certains endroits du monde de l'angoisse et une certaine incertitude sur ce que le monde peut devenir, mais notre monde peut devenir, pour le dire comme ça. C'est assez intéressant. Vous savez, on travaille beaucoup sur la prospective. J'anime un cercle de prospective qui s'appelle le cercle de la prospective RH. Il y a un rapport qui vient de sortir qui s'appelle Global Trends 2030, donc l'avenir à 2030. C'est un rapport de la Commission européenne, mais que la CIA a réinterprété. Alors c'est marrant parce que la Commission européenne a donné des options très ouvertes. La CIA l'a interprété sur quelle sera la place des États-Unis dans le monde à ce moment-là. Ça traduit bien cette angoisse qu'ont certains grands pays, évidemment, de savoir comment le monde sera organisé, autour d'eux ou pas. Moi je crois que ce qu'on partage, c'est de plus en plus une capacité à accepter le polycentrisme du monde. Cette angoisse, je vais la traduire autrement, c'est une certaine incertitude sur le fait que les générations futures puissent avoir la même qualité de développement que celle qu'on a pu avoir nous dans nos générations. Donc il faut être sensible à ces aspects-là. Et par contre aussi peut-être, je crois, c'est qu'on partage tous le besoin d'avoir, ce qui est un paradoxe et finalement un truisme aussi, la nécessité de réapprendre la coopération. C'est-à-dire que je crois que le monde de demain doit réinventer de façon beaucoup plus claire qu'aujourd'hui ce que signifie la coopération humaine dans beaucoup de sens. Nous, à notre modeste échelle dans l'entreprise, c'est notre rôle de DRH, de dire voilà, nous ne devons pas être dans la compétition mais la coopération, l'intelligence collective pour le dire comme ça. Et je crois que ce qu'on fait nous à l'échelle d'une entreprise, et bien après tout, et c'est ce qu'on partage avec d'autres responsables, il faut essayer de le construire à l'échelle de toutes les organisations. Voilà, ça me paraît être le point fondamental et à partir de là, on aura peut-être des réponses intelligentes à apporter à cette question pour 2013, 2014 et après. On partage plus une réflexion globale sur une volonté de changer. Sur en tous les cas, l'envie qu'on a ou pas d'être ensemble. C'est un sujet qui finalement, lui, n'a pas changé avec le temps et reste l'un des grands problèmes du monde. Le vivre ensemble n'est pas quelque chose de facile et je crois qu'il faut l'aborder de façon à la fois humaniste mais aussi responsable et coordonnée un peu à un moment. Donc il faut déjà coopérer sur la coopération, c'est le point de départ. Merci beaucoup Laurent Chouin.